Bonjour à tous et bienvenue sur RTT TV. Le plaisir est toujours le même de vous retrouver dans le cadre de votre émission consacrée à l'art et à la culture. Aujourd'hui, nous parlons de tourisme et je reçois un acteur clé de ce secteur qui totalise plus de 40 années d'expérience. Monsieur Doudou Nianian Diop est mon invité. Je le reçois dans quelques instants. Je le disais à l'entame de l'émission, Monsieur Doudou Niania Diop, vous êtes un acteur clé, un acteur majeur du secteur touristique, aussi au Sénégal, mais aussi sur le plan international. Alors, je voudrais que vous vous présentiez un peu plus de manière sommaire à nos téléspectateurs. Voilà, donc, comme vous avez dit, hein, je m'appelle Doudou Niania Diop. Je suis un acteur dans le secteur depuis 40 ans et ayant initié des investissements aussi bien en Europe qu'ici au Sénégal, et puis participé à l'organisation de plusieurs programmes de développement du tourisme solidaire, social et durable. J'étais membre du BITS, Bureau international du tourisme social, et j'ai créé mon organisation au Sénégal, enfin une première à la Somone qui s'appelait ACT, Action pour le tourisme et l'environnement de la Somone. Et puis après, ONIS, Organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais. Je viens de sortir un livre pour dire qu'il y a un autre tourisme qu'on peut faire au Sénégal. C'est-à-dire le titre titré Sénégal, l'autre tourisme. Oui, oui, bien sûr, bon, nous en parlerons. Maintenant, je viens d'être désigné par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de la République du Sénégal, en tant que PCA de la SAPCO. Voilà donc en gros ramassé pour me présenter. Je suis de Thiès, pas loin d'ici. Je suis à, on va dire, à 2 kilomètres de là où nous sommes. Mais la grande majorité de mes activités se pratiquent sur la Petite Côte, donc entre Toubab Diallo et Joal Fadiouth. D'accord. Nous sommes ensemble, Monsieur Diop. Vous restez avec nous juste le temps de vous proposer, chers téléspectateurs, ce petit élément sur le tourisme.
Alors, Monsieur Diop, nous avons vu là quelques aspects du tourisme, notamment au Sénégal. Alors, lorsqu'on parle de tourisme, c'est quoi exactement le tourisme? Bon, en fait, le tourisme, c'est un ensemble d'activités exercées par une personne qui se déplace, c'est-à-dire qui quitte son lieu de travail, son lieu d'habitation plutôt, pour aller à un autre lieu pour y passer un minimum de 24 heures. Maintenant, l'ensemble de ces activités, c'est-à-dire depuis l'agence de voyage, le transport, l'hébergement, les excursions, les activités sportives ou selon son désir, c'est cet ensemble-là qu'on définit comme tourisme. Et qui est différent maintenant du touriste. Le touriste, pratiquement tout le monde est touriste. Dès l'instant où tu te déplaces de ton lieu d'habitation pour aller plus loin et y passer un minimum de 24 heures, selon les définitions. Bon, il y a eu plusieurs définitions, mais je crois que celle qui a été le plus cooptée, c'est celle-là. Vous quittez Dakar, vous allez à Saint-Louis, vous restez à l'hôtel là-bas pour rentrer le lendemain, on peut dire que vous êtes touriste. Maintenant, l'objectif, c'était quoi? Pour les affaires, pour la découverte ou pour la visite de la famille, mais vous êtes quand même touriste. D'accord. Voilà. Là, vous nous avez donc exposé une définition du tourisme. Et le 13 juillet dernier, vous avez présenté à la presse un ouvrage, Sénégal, l'autre tourisme, paru aux éditions de l'Harmattan, où vous proposez, on va dire ça comme ça, une vision nouvelle du tourisme. Parlez-nous-en de ce livre, de cet ouvrage. Bon, disons, moi, je ne sais pas si c'est une nouvelle vision. Hein. Bon, moi, j'ai fait un constat depuis maintenant 24 ans. Je suis revenu en tant qu'acteur dans mon pays. Bon, alors, le constat que j'ai fait, c'était une simple... un épiphénomène, en fait, qui m'a fait un peu objecter dans le secteur. Je construis mon hôtel. Le soir, je vais manger dans un hôtel à Saly, un grand hôtel multinational. Et à la porte, il y a des gardiens et on me dit
vous avez une chambre? J'ai dit non. Ils m'ont dit, vous pouvez pas manger dans le restaurant. Donc, je suis retourné dans mon hôtel et j'ai fait des œufs sur le plat que j'ai mangé ce jour-là. Et donc, j'ai commencé à réfléchir et donc j'ai compris que, en fait, le tourisme que nous pratiquons dans notre pays, ça commence à la porte d'entrée de l'hôtel jusqu'au pays émetteur. Et maintenant, de la porte d'entrée jusqu'à l'intérieur de notre pays, ça, c'est un autre tourisme. Et donc, j'avais défini deux logiques. La logique intégrée et la logique enclavée. La logique enclavée, donc, celle qui commence de la porte d'entrée jusqu'au pays, au foyer émetteur. Et ce sont deux logiques qui sont gérées d'une manière différente, qui n'ont pas les mêmes paramètres, quand on analyse bien, et qui n'ont pas non plus les mêmes productivité pour notre économie. Et le microtourisme, donc, qui est l'intégré, la plupart du temps, c'est investi par les nationaux, qui est le parent pauvre du secteur. Et c'est ça qui m'a fait, maintenant, depuis ces périodes-là, cumuler des constats, des recherches personnelles, vaut mieux tard que jamais, jusqu'à maintenant, où j'avais envie de sortir le livre. Alors, j'avais commencé à l'écrire l'année dernière. Bon, c'est un livre de 145 pages, destiné pour des étudiants, pour le Sénégalais lambda ou l'Africain lambda, pour comprendre exactement quelle est la part des choses sur le contexte économique du tourisme. Bon, étant donné que nous recevons des touristes venus d'ailleurs et que la taxe sur la valeur ajoutée est créée ailleurs, parce que c'est un produit d'importation, nous avons le contenant, qui est l'hôtel, le réceptif, etc. Le contenu vient d'ailleurs, donc ils sont payés ailleurs. Et donc, moi j'ai dit que il faut d'abord essayer déjà de voir comment cette taxe sur la valeur ajoutée, comment l'associer avec celle qui est créée localement pour en faire une taxe sur la valeur ajoutée. Bon, ça c'est la question lancinante que beaucoup se posent dans la tête, mais qu'on ne met pas sur la table. Et donc, ça plus maintenant, comment ça a été développé, le tourisme sénégalais, avec des capacités de charge largement supérieures aux normes. Bon, la capacité de charge, c'est parce que souvent les gens ne comprennent pas tout le temps, c'est à partir de quel moment, quand on investit dans un endroit, à partir de quel moment on ne change pas la nature des choses, qu'on ne change pas les traditions, qu'on ne détruit pas les ressources naturelles, etc. Bon, c'est ça la capacité de charge. Les pays occidentaux en font très attention. On ne peut pas mettre 10 hôtels dans 10 mètres carrés. C'est pas possible. Donc nous, on n'a pas veillé à cela. Et ce qui est amené, ce qui existe aujourd'hui, c'est la petite côte dans certains endroits. Saly Niarniaral, etc. Bon. Et donc, j'ai dit, attention, ne reproduisons pas cette affaire ailleurs. Parce que aujourd'hui, on a vu, par exemple, quand le Covid s'est déclenché, quand il y a eu les troubles politiques, on a vu comment quand même les gens ont souffert. Parce que quand toutes les entreprises... Dans le secteur touristique. Voilà, oui, quand toutes les entreprises étaient fermées, justement avec ces capacités de charge énormes, les gens n'avaient plus de quoi vivre. Donc c'était atroce, bon, pour les gens qui vivaient là-bas. Et donc, faire attention à ce phénomène et ensuite d'entretenir les ressources naturelles. L'autre tourisme, c'est aussi ça, entretenir les ressources naturelles, parce que le jour où on n'aura plus de ressources, personne ne viendra. Le jour où on n'aura pas, à la limite, les ressources humaines qu'il faut pour entretenir le secteur, pour activer le secteur, ben, plus personne viendra et il y aura plus d'entreprises. Donc, il faut faire très attention à ça et attirer l'attention maintenant des politiques. Est-ce qu'on peut développer l'autre tourisme
pour le Sénégal ou pour l'Afrique. Je vois là que vous avez une vision internationale, je dirais ça comme ça, vous avez une vision internationale du tourisme. Et il faut dire qu'après une carrière de plus de 40 années quand même d'expérience entre le Sénégal et la France, vous aviez ouvert en 1988 un restaurant africain à Lille, le Teranga. Et lorsqu'on parle du Sénégal, le premier mot qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est le terme Teranga. Alors, que renferme ce mot Teranga? Bon, le Teranga, on va dire, c'est le bon accueil. C'est le bon accueil. Chez nous, c'est une tradition d'accueillir l'autre, de lui souhaiter la bienvenue sans filtre. Sans filtre. Vous avez même à la limite quelqu'un qui n'est pas de la famille ou qui est un étranger qui vient d'un autre pays étranger. Quand il rentre dans la maison, on lui ouvre la porte et on l'offre quelque chose. Bon, ça c'est, vous savez, le tourisme c'est un peu ça. Ça veut dire vous venez et on vous offre quelque chose parce que vous êtes visiteur dans tous les cas. Donc c'est pour ça d'ailleurs je crois que le Sénégal c'est pas pour rien qu'il a été le leader en matière de développement tourisme ou de l'Afrique subsaharienne, hein. C'est pas pour rien parce que nous déjà c'est dans nos traditions. Et donc justement c'est pour ça aussi que quand j'étais à Lille en France, bon, ce Teranga là me manquait tellement autour de moi dans ce contexte que j'ai dit, bon, en sortant de l'ANP, l'Agence nationale des cadres, bon, j'ai dit, bon, voilà, comme moi j'ai fait le tourisme, etc., je vais me lancer dans mes propres affaires et j'ai pris le local qui était en face, je l'ai transformé et j'ai ouvert le Teranga là-bas, qui est le premier restaurant sénégalais à Lille, avec Pierre Mauroy et puis... j'ai demandé à la mairie qu'il développe cette rue, c'est-à-dire qu'il rénove les pavés cassés, qu'on le refasse. Et aujourd'hui, vous allez à Lille, vous allez trouver la première rue. Si vous voulez bien vous restaurer, il faut aller à la rue de Gand à Lille, où je l'avais. J'avais trouvé là-bas un restaurant. Aujourd'hui, une rue qui fait une longueur de 200 mètres. Vous avez plus de 50 restaurants. Voilà. Et j'étais le deuxième en 1988. Vous aviez permis aux clients, aux populations de découvrir la gastronomie sénégalaise. Ben, bon, il y avait pas que ça. Hein. Bon, il y avait aussi le fait que j'avais envie de faire quelque chose que j'ai appris ici avant d'aller en Europe, c'est-à-dire l'école hôtelière. Et puis de dire aussi, il y avait nos concitoyens africains qui étaient à Lille, hein, qui commençaient à représenter quelque chose, et j'ai dit bon voilà, on va faire un restaurant africain, peut-être que ça va leur manquer. Voilà, moi c'était aussi dans le but de business, mais dans le but humain aussi tout le temps. Et bon, je crois que quand je suis venu ici au Sénégal, c'était pareil, hein. Je suis allé à la Somone, c'était la brousse partout, il y avait le baobab, et je m'étais dit bon, d'ici 5 ans ou 10 ans, je vais dynamiser Somone et je vais partir ailleurs. C'est ce que j'ai fait aussi. À la Somone, j'ai créé cette association ACT. J'ai amené le Paris-Dakar à la Somone. J'ai détourné le tour du Sénégal avec M. Tchoub, je crois. Hein, lui dire maintenant, quand tu vas à Kaolack, tu passes à la Somone, tu passes un week-end, et on a fait la publicité avec Nouvel Horizon. Nouvel Horizon et tous les journalistes, hein, pour activer un peu Somone. Et c'est comme ça que Somone aussi s'est lancé. Ouais. Et il faut dire que aujourd'hui, présentement, vous avez été nommé, vous êtes le nouveau PCA de la Société d'aménagement de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal. Parlez-nous de cette structure et je crois que c'est la somme de toutes ces expériences qui vous ont mené aujourd'hui à diriger cette structure.
Oui, bon, vous savez, hein, notre pays est quand même à la croisée des chemins sur le plan touristique. On connaît des hauts, des bas. Bon, il y a beaucoup de compétences et comme aussi il y a beaucoup d'incompétences. Et donc, cette structure, la SAPO, la Société d'aménagement des zones côtières et des sites touristiques, bon, voilà. Moi, quand j'étais investisseur, en 2004, cette structure s'est vue agrandir. C'est-à-dire, ses limites de compétences sont allées jusque sur le plan national. Et c'est cette époque-là, d'ailleurs, que j'ai connu le premier directeur après cette transformation, M. Ndiougo Sakho, je lui dis bonjour au passage, qui aussi a été invité plusieurs fois à la Somone pour des activités, des incentives que j'ai créées là-bas pour essayer de dynamiser le tourisme sénégalais. Bon, maintenant je suis coopté pour apporter ma pierre de l'édifice et quand j'ai été proposé, je l'ai accepté. Je l'ai accepté parce que je sens que je suis capable aujourd'hui d'être avec mes frères, des plus jeunes bien entendu, et leur apporter ce que j'ai appris ailleurs et ici. Bon, je pense que je ferai de mon mieux pour que ça aille, que ça soit beaucoup plus, qu'il y ait plus de traçabilité, qu'il y ait plus de visibilité et d'accessibilité pour tous. Parce que vous savez, nous, notre tourisme au Sénégal, et comme je l'ai dit tantôt, avec ces deux systèmes, ces deux logiques, le Sénégalais a du mal à s'impliquer, a du mal à être visible dans le secteur. C'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème de capacité, c'est un problème même de structuration du secteur qui, on dit, c'est une industrie internationale. Bon, gérée par l'OMT, par les TO, par tout le temps à l'étranger. Bon, essayer un peu que ça soit maintenant plus profitable à nous. Donc, je vais travailler dans ce sens-là. Quelle est la place du Sénégal au sein de l'OMT? En fait, vous savez, moi, ce genre de questions, je peux vous répondre d'après ce que je lis à travers les informations. Bon, ce que j'ai vécu aussi, c'est qu'en 2005, la première organisation de l'Assemblée générale de l'OMT ici en Afrique, ça a été fait à Dakar, à l'ex-méridien président. J'étais invité en tant que président de l'ONITS et j'étais aussi avec le secrétaire général de l'époque, Franchali. Hein, je l'ai même amené à Joal et à Djilor pour visiter parce qu'il voulait découvrir un peu le passé de notre premier président, Léopold Sédar Senghor. Donc, on a fait un petit strip, comme on dit, une excursion. Et donc, l'OMT, à l'époque, il a demandé que le Sénégal soit inscrit à la plateforme satellite, le RIN satellite, pour qu'on puisse exactement avoir des statistiques fiables. Quand je suis allé à une réunion internationale à Bordeaux en 2009, l'OMT l'a répété aussi, que nos amis sénégalais, il faut absolument qu'ils soient inscrits dans le système satellite mondial pour qu'on puisse comptabiliser le nombre de touristes qui rentrent et qui sortent. Exactement. Mais jusqu'à présent, on a, comme tout le monde, on nous dit qu'il y a autant de touristes par an au Sénégal, mais on ne sait pas où le vérifier. Moi, je ne sais pas en tout cas où je vais vérifier ça. Donc, il n'y a pas de statistiques, bon. C'est ça? C'est de ça que je dis. Vous savez, tenir les statistiques,
la manière dont le tourisme est géré chez nous, si vous n'êtes pas inscrit au système satellite, c'est impossible. Et c'est pour ça que l'OMT doit aider le Sénégal, peut aider le Sénégal, mais à cette condition-là. Parce que quand il faut aider quelqu'un, il faut le situer. Mais aujourd'hui, l'OMT ne nous situe pas. Bon, quand on a parlé à Bordeaux en 2009 que la station Saly balnéaire, ils ont dit que ce n'est plus balnéaire, c'est une ville touristique. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui dans mon pays, on parle de balnéaire pour Saly. Mais tout le monde sait que Saly, c'est une ville touristique. Chacun vient, s'installe, déménage. Bon, voilà ce qu'on vit. Vous allez dans certaines ruelles, hein, vous allez voir des maisons closes, il n'y a pas d'enseigne, mais vous allez voir des minibus qui rentrent, qui sortent, des valises qu'on monte, qu'on démonte, voilà ce qu'on voit. Donc il va falloir un moment donné maîtriser et contrôler notre secteur touristique. Pourquoi? Parce que le patrimoine, ce qui attire l'attraction. L'attraction, c'est Gorée, par exemple. L'attraction, c'est le lac Rose. L'attraction, c'est les ressources naturelles, c'est le patrimoine des Sénégalais. Donc, il faut bien la gérer. Et il faut qu'il soit profitable à tous. Voilà un peu ma vision surtout de l'autre tourisme. Comment on doit le percevoir et comment on doit le manager en fait. Monsieur Doudou Gnagna Diop, en matière de tourisme, le Sénégal est considéré comme une destination de choix en Afrique de l'Ouest. Quels sont selon vous les avantages qu'offre le pays pour avoir cette place, pour être considéré comme une destination phare? Moi, à mon avis, le Sénégal a une notoriété. Hein? Bon, d'abord, par sa position géographique. Vous voyez, c'est la pénétration de l'Afrique au niveau climat. Bon, aussi c'est à envier. Moins d'humidité en tout cas que certains pays de l'intérieur. Moins sec que certains pays du Nord. Et puis, il y a une diversité culturelle, une diversité de paysages. Et ensuite, il y a... je crois que c'est un pays dans la colonisation. Hein, c'est un pays qui a été, à la limite, beaucoup plus accessible par l'Occident. Bon, si vous regardez bien, même beaucoup de sièges de sociétés ou d'organisations internationales sont ici à Dakar. Donc déjà, le tourisme d'affaires marche très bien, parce que souvent on parle de tourisme, tout de suite les gens sont branchés Saly, mais on ne parle jamais du tourisme d'affaires, qui est beaucoup plus important que le petit secteur de Saly, là, bon, on n'en parle pas. Mais qui n'est pas forcément accessible à tous. En fait, qui n'est pas visible. Et justement, c'est là où quand j'ai fait mes analyses aussi, j'ai dit, mais attendez, parce que si avec tous les hôtels d'affaires qu'on a à Dakar, si on prend le volume de chiffre d'affaires, et là maintenant par contre, la TVA, elle est faite ici. Et moi, je pense que dans le calcul de nos dirigeants, durant ces demi-siècles qui est passé là, ils se sont contentés seulement de ce chiffre d'affaires, de cette taxe sur la valeur ajoutée locale amenée par le tourisme d'affaires. Mais les autres créneaux du tourisme, par exemple le balnéaire, la chasse, etc., bon, ne sont pas comptabilisés en TVA unique. Mais pour entretenir ces créneaux-là, par exemple, entretenir le tourisme de découverte, les ressources naturelles, les plages, etc., les édifices publics, mais justement, il faut que cette TVA unique rentre et qu'on implique les populations locales. Parce que les populations locales jouent un rôle très important. Vous savez, c'est une affaire de visiteurs et de visités.
il y a deux personnes qui se rencontrent, à la limite deux cultures, deux peuples qui se rencontrent, c'est la paix. Si c'est la paix, ça marche. Si c'est pas la paix, ça marche pas. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on dit, le tourisme, c'est la paix. Bon, ensuite, développer un tourisme comme ça aussi, c'est donner de l'importance aux personnes dans leur localité, même si vous y investissez, que ça soit accessible. Vous pouvez pas venir en milieu rural, faire un hôtel et ne pas vous associer à la vie locale. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le tourisme responsable. Hein? Voilà. Moi, je fais mon premier salon Boka à la place de l'Indépendance. Le thème, c'était le tourisme responsable. Bon, les journalistes m'ont demandé comment un tourisme peut être responsable. Donc, vous voyez, c'était en 2007. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un concept qui est réel. Oui, maintenant, c'est vulgarisé. Oui, mais quand je le disais en 2007, ben, les Sénégalais n'avaient pas compris. Et ça, je le dis aujourd'hui parce que c'était ainsi. Mais maintenant, depuis, les concepts du tourisme responsable, solidaire et durable, tout à fait durables sont vulgarisés et les gens font plus attention aujourd'hui quand même. Alors, quels sont les principaux pôles touristiques du Sénégal? Quels sont les principaux pôles touristiques? Voilà, au Sénégal, nous avons, le gouvernement a, dans son plan stratégique de développement, il a édifié 6 pôles touristiques. D'accord. Bon, bien entendu, on va commencer par la région du Cap-Vert, donc le pôle de Dakar, le pôle de Saint-Louis au nord, bon, ensuite Thiès et Diourbel. Ensuite, le pôle du Sine Saloum, le pôle du Sénégal oriental et le pôle de la Casamance, le sud du Sénégal. Donc voilà les 6 pôles qui ont été définis où il faut mener des axes stratégiques de développement. Il faut dire que le Sénégal est un pays riche en culture et en histoire, avec un patrimoine architectural artistique aussi également fascinant à découvrir. Quel est le lien, qu'est-ce qui fait le lien entre le tourisme et la culture? Moi, je pense que c'est d'abord la culture qui doit tirer le tourisme. Parce que la plupart du temps, tout dépend. Hein. Vous savez, moi, si on parle de tourisme d'affaires, je vais aller à Bangui, par exemple, pour gagner de l'argent. Mais je reste là-bas 2 jours pour mes affaires et je rentre dans mon entreprise chez moi. Donc, cette forme de tourisme est différente de celle de découverte, celle de loisir et celle culturelle, n'est-ce pas? Alors donc, un touriste qui vient dans un pays, il a envie de découvrir la culture du pays. Parce que forcément, sa culture d'origine ne sera pas la même. Il va être curieux d'aller, et c'est pour ça que je dis, je vais l'appeler ainsi, l'entretien des populations locales, donner la responsabilité aux populations locales, c'est important parce que c'est là-bas où on découvre la culture. On ne peut pas le découvrir autour du béton à Dakar, non. On le découvre au carrefour des villages et du milieu rural, par exemple. On va découvrir la culture sénégalaise. Elle est diversifiée, elle est riche. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs ethnies, nous avons plusieurs localités diversifiées. Et d'ailleurs, j'avais aussi fait des connotations. On ne peut pas faire la promotion touristique la même manière de Saint-Louis que de Kafountine. C'est impossible. C'est pas les mêmes localités, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes paysages, c'est pas les mêmes aspects d'habitude économique. Donc, il faut voir comment faire la promotion touristique pour chacune des localités. Et la culture, donc, c'est le véhicule même
pour le développement d'un tourisme harmonieux, respectueux de l'environnement. Voilà. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, de l'État, on intensifie la formation concernant l'hôtellerie et le tourisme, au niveau de la formation? Bon, au niveau de la formation, je crois aujourd'hui, on a rattrapé le temps. Mais dans les années 2000, il y avait l'école hôtelière et touristique de Dakar, mon école à moi. Moi, j'ai quitté là-bas en 1974, je suis sorti. Et ensuite, il y a eu quelques écoles privées qui se sont développées. Eh bien, c'est très bien. Moi, ça a été, quand j'étais à Lille, j'ai dit, quand je rentre chez moi, je ferai une école hôtelière. Bon, je l'ai fait il y a 4 ans ici à Lille. Et aujourd'hui, on sort des BPE, on sort des CAPE, avec des taux de réussite allant de 90 à 100%. Donc voilà, aujourd'hui, même ici où nous sommes là, je viens d'apercevoir 2 de nos étudiants qui travaillent ici. Vous allez à Big Fin, vous allez à Saly, vous allez trouver des étudiants de EEHT. Hein. Bon, cette école, pratiquement, si j'en parle pas, il n'y a personne qui peut dire que je l'ai investi. J'ai mis une équipe là-bas, indépendante, parce que je suis pas enseignant. Hein, je suis acteur du tourisme. Ça veut pas dire qu'on peut... Hein, l'enseignement, c'est des curricula, c'est autre chose. Mais en fait, l'école, elle est là et elle marche. Monsieur Doudou Nyanya Diop, merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin. Vous avez un petit mot de fin? Bon, moi, le mot de fin, c'est d'encourager les jeunes. Parce que ça bouillonne et je suis sûr que dans quelques années, notre pays sera fin prêt pour avoir les qualités d'un tourisme beaucoup plus responsable et beaucoup plus profitable. Donc j'encourage les jeunes et je demande à nos gouvernants actuels qu'il y a un projet qui a été écrit et aujourd'hui les pions sont en train d'être posés pour justement réussir ce projet-là. En tout cas, dans le secteur touristique que je suis, et je vois qu'il y a déjà des avancées. Il y a déjà de l'innovation, ce qui est différent par rapport à ce qui est au passé. Parce qu'au passé, on a un ministre qui échoue dans un secteur touristique. 5 ans après, on le ramène comme ministre encore, avec les mêmes personnes, les mêmes directeurs, et on échoue à nouveau. Mais cette fois-ci, je crois qu'on a des nouvelles têtes, des jeunes qui sont là. Bon, évidemment, on va les accompagner, nous, avec l'expertise que nous avons, et je pense que ça marchera. Donc, je les encourage à justement aller dans cette voie, pas tourner la tête, ni à gauche, ni à droite, mais tout droit. Et ça marchera. Merci beaucoup, Monsieur Doudou Nyanya Diop. Merci de nous avoir accordé cet entretien très enrichissant. Et merci à vous également, fidèles téléspectateurs de la télévision des artisans, cette télévision qui donne la voix, qui donne la visibilité à l'art et à la culture. Et au plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Art et Culture.